Vous connaissez sans doute le proverbe, la musique adoucit les mœurs. Peut-elle vraiment avoir des vertus apaisantes, lorsqu'en 1918 un tueur sévit dans l'État de Louisiane? La ville de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz et foyer de la musique afro-américaine, devra faire face à un psychopathe au comportement bien singulier. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'homme à la hache, le fou de jazz. Pendant plus d'un an, de mai 1918 à octobre 1919, la ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane a été en proie à une panique frénétique à cause d'un tueur en série, surnommé l'homme à la hache. Les premières victimes à succomber à la lame tranchante de cet homme, le 23 mai 1918, furent un épicier italien du nom de Joseph Maggio, ainsi que sa femme, Catherine. Alors qu'ils dormaient dans leur appartement au-dessus de l'épicerie, le tueur leur a tranché la gorge avec un rasoir, avant de leur fracasser la tête avec une hache. Lorsque les forces de l'ordre ont commencé à enquêter, elles ont trouvé les vêtements ensanglantés du meurtrier. Il avait manifestement mis des vêtements propres, avant de fuir les lieux. La police a écarté l'hypothèse d'un vol à main armée comme motif des attaques, l'intrus n'ayant pas volé d'argent, et aucun objet de valeur laissé à la vue de tous. Près de la maison du couple, la police retrouva un étrange message écrit à la craie qui disait « Madame Joseph Maggio veillera ce soir. Écrivez simplement Madame Tonnet ». Les enquêteurs ont immédiatement interrogé plusieurs personnes, mais toutes ont été relâchées faute de preuves. Un peu plus tard, un autre couple fut attaqué aux premières heures du matin du 27 juin 1918. Louis Bessumer, un épicier, et sa maîtresse Harriet, vivaient dans un appartement à l'arrière du magasin. Lorsque personne n'ouvrit le magasin le matin, on les découvrit gisant dans une mare de sang. Bessumer avait été frappé à coups de hache au-dessus de la tempe droite, et Harriet avait été blessée à l'oreille gauche. Bien que gravement blessés, les deux étaient encore en vie. Une fois encore, des personnes furent interrogées, un suspect arrêté, mais il fut rapidement relâché. Bien que le crime ait fait la une des journaux, certaines personnes étaient plus choquées par le fait que Louis Bessumer avait une maîtresse. Après l'attaque, un côté du visage de Harriet fut partiellement paralysé, et le 5 août, elle subit une opération chirurgicale pour tenter de corriger cette situation. 2 jours plus tard, elle mourut. Avant de décéder, elle déclara aux autorités qu'elle soupçonnait que Louis Bessumer était son agresseur. Bessumer fut ensuite accusé de meurtre, et passa 9 mois en prison, avant d'être acquitté le 1er mai 1919, après une délibération du jury de 10 minutes. Le 5 août, une troisième agression similaire a été perpétrée contre Madame Edward Schneider, enceinte de 8 mois. Alors que la jeune femme de 28 ans était allongée dans son lit, elle s'est réveillée en voyant une silhouette sombre, debout au-dessus d'elle. Elle a ensuite été frappée au visage à plusieurs reprises. Peu après minuit, elle a été découverte par son mari, qui revenait du travail. Son cuir chevelu avait été ouvert, et son visage était entièrement couvert de sang. Par chance, elle a survécu à l'agression, et a donné naissance à une petite fille en bonne santé 2 jours plus tard. Un suspect a également été arrêté dans cette affaire, mais il a rapidement été relâché faute de preuves. À ce moment-là, les enquêteurs ont commencé à faire le rapprochement avec les agressions précédentes impliquant Bessumer et Maggio. 5 jours plus tard, le 10 août, un autre épicier du nom de Joseph Romano a été attaqué. L'épicier âgé vivait avec ses 2 nièces, qui se sont réveillées à cause du vacarme dans la chambre voisine où dormait leur oncle. Les filles sont entrées dans la chambre de Romano et ont constaté qu'il avait reçu un coup violent à la tête. Elles ont vu l'agresseur s'enfuir. L'épicier, bien que gravement blessé, a pu marcher jusqu'à l'ambulance une fois celle-ci arrivée, mais il est décédé 2 jours plus tard d'un grave traumatisme crânien. Les filles ont pu fournir une brève description du tueur, un homme corpulent à la peau basanée, portant un costume sombre et un chapeau affaissé. Certains indices étaient similaires à ceux trouvés sur les lieux des précédentes agressions. Tout était saccagé dans la pièce, mais comme toujours, rien n'avait été volé. Le tueur utilisait toujours de petits couteaux ou hachettes pour pénétrer dans la maison.
Ils s'en servaient pour forcer les portes ou les fenêtres. Autre point troublant, la majorité des victimes étaient italiennes. Bientôt, un autre meurtre et une nouvelle agression, commis par l'homme à la hache, ont semé la peur dans la ville. La police a été inondée de rapports de citoyens, affirmant avoir vu le tueur rôder dans les quartiers, des haches et des ciseaux trouvés dans les arrière-cours, et des portes et fenêtres qui semblaient avoir été trafiquées. Les gens ont commencé à porter des fusils de chasse chargés, et les membres de certaines familles se sont relayés pour surveiller leur maison la nuit. Un rapport laissait croire que l'homme à la hache se faisait passer pour une femme, et un autre qu'il avait été vu en train de sauter par-dessus une clôture. Les gens étaient effrayés, déterminés à se protéger, et frôlaient la panique. Étrangement, les meurtres et les agressions ont cessé aussi vite qu'ils avaient commencé. Au fil des mois, la peur s'est estompée et les quartiers sont revenus à la normale, jusqu'au 10 mars 1919, date à laquelle le tueur à la hache a frappé à nouveau. Charles Cortimiglia était un immigrant et épicier. Il vivait dans la ville de Gretna, juste de l'autre côté du fleuve Mississippi, avec sa femme Rosie et sa fille de 2 ans, Marie. Lorsque des cris ont retenti dans la maison des Cortimiglia, aux premières heures du matin, l'épicier voisin Orlando Giordano s'est précipité de l'autre côté de la rue pour voir ce qui se passait. Il a découvert que toute la famille avait été attaquée. Rosie s'est réveillée, elle a trouvé son mari aux prises avec un homme costaud qui brandissait une hache. Lorsque son mari est tombé au sol, l'agresseur s'est retourné contre elle, alors qu'elle tenait sa fille dans ses bras et le suppliait de lui laisser la vie sauve. Ne montrant aucune émotion, le tueur a frappé la mère et sa fille avec sa hache. Lorsque le voisin est arrivé, Charles gisait dans une mare de sang, tandis que Rosie se tenait dans l'embrasure de la porte avec une grave blessure à la tête, serrant sa fille décédée. Le couple a été transporté d'urgence à l'hôpital, où tous deux ont été soignés pour des fractures du crâne. Charles a pu sortir 2 jours plus tard. Sa femme est restée sous la garde des médecins, encore quelques jours. Après avoir repris connaissance, Rosie a déclaré que l'attaque avait été menée par l'épicier voisin, l'Orlando Giordano, et son fils de 18 ans, Frank. Bien que l'Orlando, un homme de 69 ans, était en trop mauvaise santé pour avoir commis les crimes, et que Frank Giordano était trop grand pour passer à travers le panneau de la porte arrière, les deux ont été arrêtés. Charles Cortimiglia n'a pas confirmé les accusations de sa femme à l'encontre de Giordano. Les Giordano ont été accusés des meurtres et ont été reconnus coupables. Frank a été condamné à la pendaison, et son père à la prison à vie. Après le procès, Charles a divorcé de sa femme. Environ 1 an plus tard, Rosie Cortimiglia a annulé sa plainte, affirmant qu'elle avait faussement accusé les deux par jalousie, et par dépit. Sa plainte était la seule preuve contre les Giordano, et ils ont été libérés de prison peu de temps après. Après les meurtres de Cortimiglia, la terreur s'est à nouveau emparée de la Nouvelle-Orléans. Les habitants ont recommencé à se promener avec des armes. La police a déclaré qu'elle pensait que tous les crimes avaient été commis par le même homme, un maniaque sanguinaire, animé d'une passion pour le massacre d'êtres humains. Puis, un nouveau rebondissement se produisit lorsque le journal local reçut une lettre de raillerie, le 14 mars 1919. La lettre promettait une nouvelle attaque, et on pouvait lire ceci. L'enfer, 13 mars 1919. Chers mortels, ils ne m'ont jamais attrapé, et ne m'attraperont jamais. Ils ne m'ont jamais vu, car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon venu du plus chaud des enfers. Je suis ce que vous et votre police stupide appelez, l'homme à la hache. Quand je le jugerai bon, je viendrai chercher d'autres victimes. Moi seul sais lesquelles. Je ne laisserai d'autres indices que ma hache ensanglantée, maculée du sang et de la cervelle, de celui que j'ai envoyé ici-bas pour me tenir compagnie. Si vous le désirez, vous pouvez dire à la police de faire attention à ne pas m'irriter. Évidemment, je suis un esprit raisonnable. Je ne m'offense pas de la façon dont ils ont mené leurs enquêtes par le passé. En fait, ils ont été si stupides qu'ils ont réussi à m'amuser, mais aussi Sa Majesté satanique, François-Joseph. Mais dites-leur de faire attention. Qu'ils n'essaient pas de découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient jamais nés,
plutôt que de subir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de leur donner un tel avertissement, car je suis certain que la police m'évitera toujours, comme elle l'a fait par le passé. Ils sont sages, et savent se tenir à l'écart de tout danger. Vous autres à la Nouvelle-Orléans, vous me considérez sans aucun doute comme un horrible meurtrier, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire, si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais rendre visite à votre ville chaque nuit. À volonté, je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à 12h15 mardi soir prochain le 19 mars 1919, je vais passer au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition. La voici. J'aime beaucoup le jazz, et je jure par tous les diables des régions inférieures, que toute personne chez qui un morceau de jazz jouera à plein régime, à l'heure que je viens de mentionner, sera épargnée. Si tout le monde a un morceau de jazz, eh bien, tant mieux pour vous. Une chose est sûre, c'est que si certains ne mettent pas de jazz mardi soir, ils feront connaissance avec ma hache. Eh bien, comme j'ai froid et que j'ai envie de la chaleur de mon Tartare natal, et qu'il est temps que je quitte votre demeure terrestre, je vais cesser mon discours. Espérant que tu publieras ceci, afin que tout se passe bien pour toi, j'ai été, je suis et je serai, le pire esprit qui ait jamais existé, soit dans la réalité, soit dans le domaine de l'imagination. Signé, l'homme à la hache. Un étrange et mystérieux message, vous en conviendrez. Le 19 mars, on entendait du jazz dans toute la ville, dans toutes les maisons et toutes les arrière-cours. Toutes les salles de danse étaient bondées et diffusaient du jazz. Des groupes professionnels et amateurs ont joué de la musique toute la journée à travers la ville, et personne n'a été tué. Pendant plusieurs semaines, tout resta calme, mais les gens vivaient toujours dans la peur. Le 10 août 1919, un autre épicier, du nom de Steve Boca, fut attaqué dans sa chambre, alors qu'il dormait. Boca se réveilla pendant la nuit, et découvrit une silhouette sombre, qui se profilait au-dessus de son lit. Blessé par un coup de hache, il survécut, et après avoir repris connaissance, il courut chez son voisin Frank Genouza, où il perdit connaissance et s'effondra. Il fut alors soigné pour ses blessures, mais il était incapable de se souvenir des détails de l'attaque. Comme chez les autres personnes agressées par l'homme à la hache, rien ne fut emporté dans sa maison, et la porte arrière avait été fracturée à l'aide d'un couteau. Le 2 septembre, un pharmacien local du nom de William Carson a réussi à échapper au meurtrier à la hache, en tirant plusieurs coups de feu sur un individu qui s'était introduit chez lui par effraction. Le tueur a laissé derrière lui une porte fracturée et une hache. Le 3 septembre 1919, une jeune fille du nom de Sarah Loman qui vivait seule, fut attaquée à coups de hache, alors qu'elle dormait dans sa maison fermée à clé. Lorsque ses voisins arrivèrent pour prendre de ses nouvelles, ils la découvrirent allongée, inconsciente sur son lit, souffrant d'une grave blessure à la tête, et de plusieurs dents cassées. Bien qu'elle ait souffert d'une commotion cérébrale, elle s'en est remise. Une grande hache ensanglantée fut découverte sur la pelouse, devant l'immeuble où elle habitait. Une fois de plus, la Nouvelle-Orléans était en proie à l'hystérie. Cependant, on n'entendit plus parler de l'homme à la hache pendant près de 2 mois. La dernière attaque eut lieu le 27 octobre 1919, lorsque l'épicier Mike Pepitone fut assassiné. Cette nuit-là, sa femme entendit du bruit, elle se leva et monta vers la chambre de son mari. Elle aperçut un homme de grande taille armé d'une hache, qui fuyait les lieux. Pepitone avait été frappé à la tête, et était couvert de son propre sang. Son meurtre laissait sa femme et ses 6 enfants, complètement désemparés. Madame Pepitone fut incapable de décrire les caractéristiques du meurtrier. Comme d'habitude, on retrouvait les mêmes indices sur les lieux du crime. Les autorités continuèrent à travailler sur l'affaire, mais en vain. Le meurtre de Pepitone fut le dernier meurtre connu attribué au tueur à la hache. Après cela, on ne le revit jamais. L'assassin n'a jamais été arrêté, ni identifié. Sa série de crimes s'est arrêtée aussi mystérieusement qu'elle avait commencé. L'identité du meurtrier reste inconnue, bien que plusieurs identifications possibles plus ou moins plausibles aient été proposées.
L'écrivain de romans policiers Colin Wilson a émis l'hypothèse que l'homme à la hache aurait pu être Joseph Mumford, un homme abattu à Los Angeles en décembre 1921 par la veuve de Mike Pepitone, la dernière victime connue de l'homme à la hache. La théorie de Wilson a été largement reprise dans d'autres livres et sites web consacrés aux crimes réels. Cependant, l'écrivain de romans policiers Michael Newton a effectué des recherches dans les archives publiques, policières et judiciaires de la Nouvelle-Orléans et de Los Angeles, ainsi que dans les archives de journaux, et n'a trouvé aucune preuve qu'un homme nommé Joseph Mumford, ou un nom similaire, ait été agressé ou tué à Los Angeles. Newton n'a pas non plus été en mesure de trouver des informations indiquant que Madame Pepitone, identifiée dans certaines sources comme Esther Albano, et dans d'autres simplement comme une femme qui prétendait être la veuve de Pepitone, avait été arrêtée, jugée ou condamnée pour un tel crime, ou qu'elle avait effectivement séjourné en Californie. Newton note que Mumford n'était pas un nom de famille inhabituel à la Nouvelle-Orléans à l'époque des crimes. Il semble qu'il y ait effectivement eu un individu nommé Joseph Mumford à la Nouvelle-Orléans qui avait des antécédents criminels, et qui aurait pu être lié au crime organisé. Cependant, les archives locales de l'époque ne sont pas assez complètes pour permettre de confirmer cela, ou d'identifier positivement l'individu. L'explication de Wilson est une légende urbaine, et il n'y a pas plus de preuves aujourd'hui sur l'identité du tueur qu'il n'y en avait à l'époque des crimes. Deux des premières victimes présumées de l'homme à la hache, un couple italien nommé Chiambra, furent abattus par un intrus dans leur maison, aux premières heures du matin du 16 mai 1912. L'homme survécut, mais sa femme mourut. Dans les articles de journaux, le principal suspect fut désigné sous le nom de Mumford, plus d'une fois. Bien que radicalement différent du modus operandi habituel de l'homme à la hache, si Joseph Mumford était effectivement l'homme à la hache, les Chiambra pourraient bien avoir été les premières victimes du futur tueur en série. Selon l'érudit Richard Warner, le principal suspect des crimes était Frank Doc Mumphrey, qui utilisait le pseudonyme de Léon Joseph Mumford. L'entreprise de jazz de Mumphrey dans le Garden District, qui était auparavant en difficulté, a soudainement fait des affaires florissantes suite aux menaces de l'homme à la hache, obligeant tous les habitants à écouter du jazz. Un tueur en série fou de jazz, un message mystérieux et la communauté italienne de la Nouvelle-Orléans pour cible, une bien étrange affaire dans les annales du crime. À moins d'un rebondissement extraordinaire, cette affaire, comme tant d'autres, restera non résolue.